Le 14 octobre 1806, la Prusse est vaincue par Napoléon à la bataille d'Iéna. Le sort de la Prusse est décidé après la défaite de son allié russe à Friedland, le 9 juillet 1807, par le second traité de Tilsit. Elle est amputée de la moitié de son territoire et de la majorité de ses places fortes, la plupart étant à l'ouest de l'Elbe. Elle perd 5 millions d'habitants et doit payer une indemnité de guerre considérable, soit 120 millions de francs de l'époque. La défaite d'Iéna, à laquelle s'ajoute le même jour la défaite d'Auerstedt, va déclencher un violent nationalisme germanique qui conduira à l'unification de la nation allemande au cours du XIXe siècle. Cet échec provoque un traumatisme au sein de l'élite prussienne. Des réformateurs tels que Clausewitz, qui a participé à la bataille, et Fichte vont prendre conscience de la nécessité de transformer la vieille Allemagne en un État moderne et unifié afin de rivaliser avec la France. Les Allemands sortent humiliés et fascinés par l'occupation française et sont contraints de l'imiter pour améliorer leur situation. La France servira donc à la fois de modèle et de repoussoir pour l'unité allemande. Le nationalisme allemand sera à la fois teinté de francophobie et nourri du libéralisme politique issu de la Révolution française. Suivant les États composant alors la communauté allemande, la vision est également différente. La Rhénanie considère l'empereur des Français plus positivement que la Prusse. Après 1815, les vainqueurs de Napoléon eurent tendance à vouloir agrandir leur territoire de manière impérialiste, au détriment de la satisfaction des aspirations nationales des populations de l'époque. Surviendra le printemps des peuples, qui s'inspire de la Révolution française et atteindra son point culminant en 1848 dans les différents pays européens, à l'exception de la Russie et de l'Espagne. Cette poussée populaire ébranlera les monarchies, mais échouera à modifier l'organisation des États. Seule la France évoluera petit à petit vers une république. Les sentiments d'appartenance nationale, liés au romantisme, se nourrissent à la fois des aspirations d'émancipation sociale et de l'évolution des identités populaires. Une partie des peuples s'éloigne désormais des fidélités à telle ou telle dynastie monarchique ou impériale pour s'appuyer sur une langue, une culture, une histoire ou des traditions communes. Ainsi, les populations allemandes, polonaises, italiennes ou roumaines aspirent à échapper à la domination d'empires auxquels elles appartiennent et cherchent à s'unir au sein d'un État culturellement plus homogène. Des peuples comme les Tchèques ou les Hongrois souhaitent retrouver leur indépendance perdue, tandis qu'en France, la restauration monarchique, même devenue constitutionnelle,
est elle aussi remise en question par les forces républicaines et bonapartistes réunies. Tout au long du XIXe siècle, une grande partie de la littérature, de la presse et de l'historiographie allemande distille un sentiment anti-français. Cristalliser l'opinion du peuple sur la xénophobie resserre l'identité nationale, instrument essentiel de l'unification allemande voulue notamment par Otto von Bismarck. Il affirmera plus tard, après avoir fait proclamer la naissance de l'Empire allemand au château de Versailles en 1871, « Sans Iéna, pas de Versailles ». En 1808, en réaction aux défaites d'Iéna et d'Auerstedt, la Prusse installe à Berlin le Grand État-major. Ses missions en temps de paix sont l'étude des armées ennemies potentielles, la préparation des plans d'opération et la conduite d'exercices d'état-major. En temps de guerre, il doit fournir le personnel pour constituer la base des états-majors des grandes unités de l'armée. À la fin du XIXe siècle, la Prusse deviendra, grâce à son militarisme autoritaire, une nouvelle grande puissance capable de rivaliser avec les plus grands pays d'Europe que sont la France, l'Angleterre et la Russie. Du Congrès de Vienne en 1815 à la guerre austro-prussienne de 1870, la Confédération germanique associe 39 États de langue allemande. Elle peut être séparée en deux blocs distincts. Les États du Nord, protestants dominés par la Prusse militariste et industrielle, et les États du Sud, catholiques, dominés par une Autriche essentiellement agraire. Ces deux blocs, constitués de monarchies, étaient soucieux de réduire autant que possible les apports de la Révolution française. Les révolutions de 1830 et de 1848 auront malgré tout des retentissements dans ces deux régions. Dans les États allemands règne un mélange d'admiration pour le triomphe des libertés en France, mais également une crainte de retrouver un Bonaparte au pouvoir. En cette première moitié de siècle, les monarchies vacillent, mais les concessions du pouvoir sont de courte durée. Le nouvel empereur autrichien François-Joseph Ier réprime les forces révolutionnaires dès la fin de 1848. Son exemple est rapidement suivi par les autres souverains allemands qui écrasent les insurrections. À la suite de cette répression, 180 000 Allemands émigrent en France, dont 60 000 à Paris. En Prusse, une nouvelle constitution est toutefois établie. Si elle reconnaît les principales libertés, elle concentre exclusivement le pouvoir exécutif dans les mains du souverain et de son chancelier. L'Autriche, perçue comme nettement plus conservatrice et ne faisant pas partie de l'Union économique douanière allemande, est un vaste empire multiethnique, incluant la Hongrie et d'autres dépendances. Seule la partie germanophone est intégrée à la Confédération germanique. De nombreux nationalistes allemands estiment qu'il n'y a que la Prusse, le plus grand et le plus puissant État de la Confédération, qui pourra réaliser l'unité allemande. En 1849, les mouvements nationalistes allemands poussent Frédéric Guillaume IV de Prusse à prendre la tête d'une Allemagne unifiée, dite « solution petite allemande », mais il y renonce face à l'opposition de l'Autriche, soutenue par la Russie. Par le traité d'Olmütz du 29 novembre 1850, la Prusse humiliée recule et renonce temporairement à son rêve d'union nationale. Arrivé au pouvoir en 1862,
Bismarck va créer un différend avec l'Autriche sur l'administration de deux duchés conquis en 1863 sur le Danemark. Ce différend sera le prétexte au déclenchement d'une guerre qui fut le point culminant de la lutte pour la suprématie en Allemagne. Prélude à l'unité allemande, en 1866, une guerre oppose le royaume de Prusse à l'Empire d'Autriche et ses alliés de la Confédération germanique. L'armée prussienne met en déroute les alliés de l'Autriche à la bataille de Langensalza en juin 1866, puis défait l'Autriche à la bataille de Sadova le 3 juillet de la même année. Le traité de Prague dissout la Confédération germanique. La Prusse peut alors créer la Confédération de l'Allemagne du Nord, d'où l'Autriche est évincée. Elle impose son roi comme président permanent. Prudemment, elle n'englobe pas les États allemands du Sud. Pour intégrer ces derniers, afin d'achever l'unité allemande, Bismarck trouvera un bouc émissaire, la France, pour coaliser tous les États contre elle. Avec Sadova débute l'époque des manœuvres d'armées massives qui, à la différence des armées napoléoniennes, mènent des combats où l'arme à feu devient centrale. Peut-être encore plus important, la mobilisation et le transport des troupes sont opérés par chemin de fer. Tout aussi novatrice est la révolution des communications. Le messager à cheval de l'époque pré-industrielle est de plus en plus remplacé par le télégraphe. La signification de la bataille de Sadova ne reste pas inconnue des contemporains. Dans le Paris du Second Empire, on craint que ne se crée, sur la frontière Est, un voisin puissant et uni sous domination prussienne. Très vite en France apparaît le slogan « Revanche pour Sadova », visant à empêcher la Prusse de regrouper davantage des États de langue germanique. On peut affirmer que le refus français de soutenir l'Autriche en 1866 s'est révélé un bien mauvais calcul. De cette guerre, la Prusse est sortie renforcée. Elle a d'autre part reçu l'assurance de ne pas être attaquée par la Russie. Elle pourra bientôt se tourner tranquillement contre la France. La guerre franco-prussienne de 1870 fut un conflit qui opposa la France à une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse. Elle comprend les États membres de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ainsi que le Royaume de Bavière, celui de Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade. Sournoisement provocateur de la guerre, mais laissant Napoléon III la déclarer, Bismarck en sortira vainqueur, ce qui lui permettra d'annexer l'Alsace et une partie de la Lorraine. Humiliant la France, il célèbre sa victoire dans la galerie des glaces du palais de Versailles, où il fera proclamer le Second Reich qui devient l'Empire d'Allemagne. Cet acte parachève le processus d'unité nationale. Il crée la nation allemande sur le modèle de la Confédération de l'Allemagne du Nord et confirme l'ascension du pouvoir de la Prusse des Hohenzollern sur le camp dynastique des Habsbourg de la Maison d'Autriche. La nation française, au même moment, est au plus bas puisque Adolphe Thiers écrase la révolte de la Commune de Paris.
C'est une insurrection matée par un gouvernement issu d'une assemblée à majorité monarchiste avec la bénédiction de Bismarck. Celui-ci est plus soucieux de restaurer l'ordre de la société bourgeoise que de voir le vaincu sombrer dans l'anarchisme et le populisme. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, la rancœur gardée par les Français à l'encontre de cet événement fit que la France, parmi les alliés vainqueurs de 1918, imposa les mêmes lieux pour la signature du traité de Versailles lors du conflit suivant, lavant ainsi l'affront de 1871. Assurés du soutien de leurs alliés et de la neutralité britannique, les Allemands isolent diplomatiquement la France, qui est invitée à réorienter son énergie sur le plan colonial. De son côté, l'Autriche-Hongrie bénéficie de l'appui allemand dans la partie de bras de fer qu'elle joue avec la Russie dans les Balkans, mais elle est contrainte de rompre toute relation diplomatique amicale avec la France. D'une manière générale, le XIXe siècle marque un virage important dans le développement social de l'humanité, dû à l'élan particulier qu'a créé l'Europe. C'est la période où s'amorce une redistribution des pouvoirs à l'intérieur des grands États, suite aux révolutions américaines et surtout françaises du siècle précédent, ainsi qu'au Printemps des peuples de 1848. Cela provoque un bouleversement parmi les classes dirigeantes et l'organisation politique de la société. Ce mouvement prendra fin au début du XXe siècle avec la chute d'importantes monarchies ou leur perte d'influence. La révolution industrielle qui surgit à cette période accroît les moyens de production, la mobilité et la concentration des populations. On passe d'une richesse non plus détenue par les seuls propriétaires terriens exploitant les ressources paysannes, mais aussi par les propriétaires d'industries et de services exploitant la main-d'œuvre ouvrière. La détention des capitaux n'est plus le seul fait de l'aristocratie, mais devient aussi celui d'une bourgeoisie capitaliste. Oh non, c'était les corons. Dans le sillage du capitalisme, à la faveur de la concentration ouvrière dans les lieux de production et dans les cités, le socialisme politique et le syndicalisme ouvrier se développent, établissant de nouveaux rapports entre les classes sociales. Cependant, l'horizon culturel de la majorité des citoyens à cette époque était régional ou national et non pas international. Le nationalisme pouvait s'appuyer sur des classes populaires et sur de la petite bourgeoisie, toujours craintive de leur devenir. L'internationale socialiste que souhaitent installer certains leaders comme Jaurès en France ou Bebel en Allemagne ne résistera pas à l'attraction de la préférence nationale lorsque les circonstances imposeront des choix. Chaque pays privilégiera l'union sacrée autour de la patrie menacée. L'impérialisme capitaliste qui se met en place a tendance à faire disparaître les petites nations incapables de développer leur économie sur une grande échelle. Cela accroît les tentations d'élargissement national et les idées nationalistes fondées sur des communautés de langue et de culture historique. En conséquence, des poussées séparatistes et irrédentistes s'opposent aux empires multiculturels installés depuis des siècles, tels l'Empire austro-hongrois ou l'Empire ottoman. Les tensions qui surgissent alors entre nations et les ambitions élevées de certaines vont accroître de manière considérable les dépenses militaires pour conquérir ou pour se protéger. Ces tensions permettent aussi à l'élite aristocratique et capitaliste d'endiguer les risques intérieurs. Aux idées révolutionnaires des classes populaires, il substitue les idées de défense de la nation, de la patrie, de la nécessité de l'ordre,
de la discipline et de l'obéissance. Viendront enrichir ces courants de nouvelles découvertes telles le darwinisme, qui sera vite interprété et appliqué aux sociétés humaines avec le développement du darwinisme dit social. Ce type d'idées traverseront l'esprit d'importants décideurs européens et l'élite militaire. Vu d'Allemagne, les peuples jeunes et forts, sous-entendu germaniques, doivent éliminer les peuples latins et slaves faibles et vieillissants. Il faut grandir ou périr. Les peuples faibles sont pacifiques, les peuples forts sont guerriers. Ce siècle voit aussi l'expansion spectaculaire de la sphère publique. Des lobbies se créent dans le but de canaliser le sentiment populaire et de faire pression sur les gouvernements. La critique politique devient plus démagogique, de sorte que les gouvernements se trouvent souvent contraints de devoir répondre à l'accusation de ne pas avoir été assez fermes dans la poursuite des objectifs nationaux. Des journaux de très grande diffusion formatent les opinions publiques en employant des journalistes nationalistes ou inspirés par tel ou tel leader. L'opinion de la presse intérieure ou extérieure ne peut pas être négligée dans l'élaboration de la politique étrangère. Pour conserver une certaine liberté d'agir, les gouvernants doivent parfois entourer leur action de secret. Partout en Europe, en particulier chez les élites instruites, on voit croître une acceptation à la guerre sous la forme d'un patriotisme défensif qui envisage la possibilité de guerre sans l'appeler de ses vœux, convaincu que les conflits sont une caractéristique naturelle de la politique internationale. D'un point de vue économique, pour réaliser et écouler des biens produits dans des volumes toujours plus grands, il faut élargir les sources d'approvisionnement et de consommation. Ceci conduit à développer le colonialisme et l'impérialisme économique par la croissance de la sphère d'influence des pays les plus avancés. La compétition devient plus vive entre les entreprises ou entre les grandes nations. Dans un monde déjà globalement colonisé par la Grande-Bretagne, la France, la Russie et quelques autres pays européens, au XIXe siècle, l'Allemagne et le Japon voudront trouver leur place au détriment de ces derniers. Suite au conflit de 1870, il s'amorce en Allemagne une francophobie. Après la défaite et la capture de Napoléon III, l'expression allemande Erbfeind, ennemi héréditaire, devient très populaire. La France aussi, basculant de l'Angleterre vers l'Allemagne, cultivera cette notion de son côté. Construction médiatique, la francophobie deviendra générale en Allemagne après la Première Guerre mondiale. D'un point de vue politique, les élites prussiennes considèrent le républicanisme émanant de la politique française de la fin du XIXe siècle comme un phénomène à abattre. De plus, dès le premier jour de l'annexion de l'Alsace-Lorraine, Bismarck et ses successeurs vivront dans la hantise d'une revanche française. Durant la période 1871-1914, l'opinion française, quant à elle, estime que l'Alsace-Lorraine annexée est soumise depuis la fin de la guerre franco-prussienne à un régime allemand oppressif. Par divers canaux, on entretient la nostalgie des provinces perdues. Ce sentiment est illustré, par exemple, par le succès du livre d'Écolier, Le Tour de France par deux enfants, ou par la déclaration de Fustel de Coulanges, professeur à l'Université de Strasbourg, qui déclara le 27 octobre 1870, à propos de l'Alsace, « Il se peut que l'Alsace soit allemande par la race et par le langage, mais par la nationalité et le sentiment de la patrie, elle est française. Ce qui l'a rendue française, c'est notre révolution de 1789. La patrie pour elle, c'est la France, l'étranger pour elle, c'est l'Allemagne. »
Toutefois, la volonté de l'opinion de recouvrer ces terres annexées diminue à partir des années 1880 avec l'échec du boulangisme et la réorientation française vers les conquêtes coloniales. Même si l'incident de Saverne de fin 1913 secoue l'Empire allemand et provoque un émoi international autour de la question alsacienne, en 1914, en France, aucun parti politique ne se préoccupe plus vraiment de revanche. Cependant, l'Alsace-Lorraine devint un mythe refondateur pour la République. Son annexion devait, vue de Berlin, abaisser psychologiquement et économiquement la France. Au contraire, dans ce pays politiquement instable, elle suscitera son redressement moral, industriel et militaire. Durant la période 1871-1914, le citoyen soldat, issu de la Révolution, reste mobilisé pour la défense de la patrie et de son système républicain. N'honorez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez vu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Un programme des objectifs de guerre allemands sera concrétisé et divulgué dès le 9 septembre 1914. Il est à l'image des réflexions et des intentions sous-jacentes qui ont conduit la démarche des gouvernements et de l'opinion publique allemande pour la période 1870-1914. Imprégné de darwinisme social, un auteur comme le général von Bernhardi, préconisant une politique belliqueuse, aura beaucoup influencé les dirigeants civils et militaires. Pour le chef d'état-major Moltke, ce programme assigne des objectifs de différentes natures pour assurer à un Reich qui se sent très puissant, mais en même temps insuffisant et en insécurité, un surcroît de sécurité aussi bien politique, économique et militaire sur ses frontières. Ceci dans le cadre d'une paix qui ne pourra plus être troublée par aucun adversaire, sous-entendu français ou russe. Dans ce programme, au niveau des buts politiques, de larges régions limitrophes sont promises à une incorporation au Reich. En France sont prévues l'annexion du bassin du Briey en Lorraine, des côtes de la Manche de Boulogne à Dunkerque, de Liège et de Verviers en Belgique. La prise du bassin du Briey doit assurer au Reich un contrôle absolu sur l'industrie lourde française. De plus, aux annexions en Belgique s'ajoutent des revendications sur Anvers, qui doit être placée sous une stricte dépendance du Reich. La Belgique serait ainsi réduite au rang d'État vassal du Reich, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg. Le programme prévoit aussi la création d'une union douanière regroupant la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche-Hongrie, la Pologne et éventuellement l'Italie, la Suède et la Norvège. De plus, les responsables du Reich souhaitent renforcer la tutelle allemande sur l'Autriche-Hongrie dans le cadre d'une union assise sur le renforcement du poids politique des germanophones. À ces objectifs territoriaux en Europe s'ajoutent des projets pour notamment permettre la constitution d'un empire colonial en Afrique centrale. Cet empire serait centré sur le bassin du Congo, aux dépens de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique et du Portugal. Au terme de ces annexions européennes et coloniales, la France et la Belgique seraient placées sous une étroite dépendance allemande. Les concepteurs du programme prévoient le refoulement de la Russie par l'annexion de la Courlande, de la Lituanie, de la Pologne et des pays germano-baltes.
S'ajouterait la constitution d'États frontaliers placés sous un sévère contrôle du Reich allemand dans le cadre d'un ensemble plus vaste, la Mitteleuropa. Cet ensemble serait totalement inféodé au Reich, autant politiquement qu'économiquement, depuis la Finlande jusqu'à l'Ukraine. À terme, le programme prévoit la création d'une sphère germanique se déployant du golfe de Gascogne à l'Oural, capable de rivaliser avec les puissances maritimes américaines et britanniques. Concernant les buts militaires du programme, le principal adversaire du Reich étant la France, une attention toute particulière est portée sur le démantèlement de ses capacités offensives. La suppression des fortifications entre Dunkerque et Boulogne est ainsi exigée. La France réduite militairement, il est également question de placer la Belgique sous une forte tutelle militaire, politique et économique, à défaut d'une annexion pure et simple à l'Empire allemand. À ces clauses politiques et militaires s'ajoutent des clauses économiques destinées à interdire aux adversaires du Reich de disposer des moyens de préparer une guerre de revanche. En effet, ne voulant pas rééditer l'erreur d'Otto von Bismarck, le chancelier Bethmann Hollweg proposera la mise en place du versement par la France d'une indemnité de guerre sur de nombreuses années pour l'empêcher de consacrer des sommes importantes à son réarmement. Les annexions et prises de contrôle de territoires en Europe de l'Ouest et en Afrique doivent aboutir à la constitution d'un ensemble économique fondé sur l'autarcie de l'Empire ainsi constitué.